Est-ce que c'est bon de votre côté, Dr. Gouin? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, d'accord. Donc, bonjour tout le monde. Au nom du comité de la conférence CIAR-UGM d'aujourd'hui, nous vous remercions d'avoir participé à cette conférence. Et c'est un grand plaisir pour nous de recevoir, d'accueillir aujourd'hui le professeur Jean-Philippe Gouin. Le docteur Gouin est professeur au département de psychologie de l'Université de Concordia. Il est titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur le stress chronique et la santé et il dirige le laboratoire stress, relations interpersonnelles et santé. Dr Gouin est aussi psychologue clinicien et directeur de laboratoire au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Son programme de recherche étudie l'impact de stress chronique sur la santé et le bien-être. Plus précisément, son laboratoire examine les processus psychosociaux de risque et de résilience ayant un impact sur les conséquences psychologiques et physiologiques de facteurs de stress sociaux et environnementaux. Aujourd'hui, le professeur Gouin nous présentera une partie de leur approche, de l'approche dans son laboratoire concernant le coping dyadique, comment les conjoints travaillent ensemble pour faire face au stress auquel les deux partenaires sont confrontés et comment les conjoints s'influencent mutuellement en termes de réponse émotionnelle, de comportement, de santé et de physiologie. Donc, une approche vraiment intéressante pour la famille d'aujourd'hui. Donc, professeur Gouin, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. La parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis bien content de vous présenter aujourd'hui en fait une étude que nous effectuons présentement qui a été financée par une subvention PLSS du Centre de recherche de l'Institut de gériatrie de Montréal. Donc, je vais vous donner un petit peu le rationnel pour cette étude d'intervention, qui est une nouvelle intervention qu'on a développée, et puis des aspects spécifiques qui sont novateurs de cette intervention-là. Alors, je vais, dans un premier temps, vous parler d'un peu du contexte théorique qui sous-tend ces travaux-là, puis par la suite, je vais vous parler de l'intervention que nous avons développée, que nous sommes en train de tester actuellement. Alors, j'imagine, tout le monde peut bien m'entendre à ce moment-ci? Oui? Oui, c'est correct. OK, super. Alors, si on regarde les modèles socio-écologiques de l'obésité, en fait, au cours des 40 dernières années, on sait qu'il y a une augmentation marquée de la prévalence de l'obésité et du surpoids dans la population. Cela indique que, bien qu'on sait qu'il y a des influences génétiques importantes dans le risque d'obésité, il y a des facteurs sociaux et comportementaux qui sont importants à considérer dans le risque d'obésité. Dans ce contexte-là, le modèle de Bronfenbrenner est utile pour regarder quelles sont les différentes composantes de l'environnement social qui vont avoir un impact sur le risque d'obésité. Ici, on peut parler de différents niveaux d'analyse. Donc, par exemple, d'avoir des politiques au niveau provincial, fédéral sur la présence de gras trans dans nos aliments. En termes de communauté, on peut parler de la disponibilité d'épicerie qui va avoir des fruits et des légumes frais, par exemple, qui peut être un enjeu dans les institutions de pensée, même au niveau, par exemple, de nos hôpitaux, de nos centres de recherche. Quel type de nourriture est disponible à l'intérieur de ces institutions-là? Puis si on regarde au niveau interpersonnel, ça va être l'influence, dans le fond, de la famille proche, des amis et du conjoint. Puis c'est là-dessus qu'on va s'attarder aujourd'hui, ainsi que les comportements individuels qui vont avoir une influence sur l'incidence de l'obésité. Alors, si on regarde plus spécifiquement dans ce contexte-là, l'influence de la relation de couple, du contexte marital dans lequel différents comportements de santé vont s'effectuer. On sait que lorsque les couples deviennent mariés, qu'ils vont tendance à avoir une trajectoire de changement similaire de l'indice de masse corporelle, en fait. On sait que chez les gens qui deviennent mariés, comparé à ceux qui sont célibataires, il y a généralement une augmentation
légère en moyenne de l'indice de masse corporelle, qui est la trajectoire moyenne. Mais si on voit qu'un des partenaires a tendance à augmenter dans le temps, l'autre partenaire a aussi tendance à augmenter. En fait, des études épidémiologiques longitudinales indiquent que lorsqu'on suit les couples sur plusieurs décennies, lorsqu'il y en a un qui devient obèse, le risque que l'autre partenaire devienne obèse double avec le temps. Si on regarde les données au niveau du diabète, qui est en fait souvent une conséquence métabolique de l'obésité, on sait que d'avoir un conjoint ou un partenaire de vie qui a un diabète ou un prédiabète va augmenter le risque que l'autre conjoint ait un diabète de 26 %. Et ce qui est important, c'est que cette concordance-là semble plus élevée chez les couples âgés que chez les couples plus jeunes. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? En fait, c'est qu'on voit qu'avec une cohabitation prolongée, les couples vont avoir tendance à développer une plus grande concordance au niveau des comportements de santé qui vont être liés à l'obésité, tels que l'alimentation, l'activité physique et les activités sédentaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que même lorsque les gens essaient de perdre du poids, donc lorsqu'on va faire des interventions intensives de gestion du poids, donc souvent ces interventions-là sont faites sur une période de 3 à 6 mois de façon intensive, plus une autre période de maintien de 6 mois, donc souvent c'est des interventions qui vont s'échelonner sur une année. Et ce qu'on voit, c'est lorsqu'il y a un des partenaires qui participe à l'intervention. L'autre partenaire a tendance à aussi perdre du poids, même s'il ne participe pas à l'intervention. Et lorsque les partenaires participent ensemble à ces interventions de gestion du poids-là, leur perte de poids semble être corrélée avec le temps. Donc, tous ces données-là suggèrent en fait que les couples vont s'influencer de façon mutuelle dans les comportements de santé qui sont pertinentes pour l'obésité. Les théories de l'interdépendance. Donc, l'interdépendance, c'est le concept avec lequel les couples, notamment les couples qui cohabitent, vont avoir tendance à s'influencer mutuellement de façon autant non intentionnelle qu'intentionnelle. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est d'abord les couples vont tendance à avoir une routine quotidienne partagée à la maison en termes de la quantité d'activité physique, la quantité d'activité sédentaire qui est faite, notamment regarder la télévision. Ils vont créer un environnement alimentaire commun, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un des partenaires qui amène de la nourriture à la maison, ça crée de la disponibilité de certains aliments pour l'autre partenaire également. Souvent, il y a un des partenaires qui va cuisiner en fait pour l'ensemble de la famille. Donc, c'est une façon dans laquelle ils vont avoir une influence partagée. Et puis, ce qu'on sait, c'est qu'aussi les gens vont adopter différentes stratégies pour essayer d'influencer les comportements de santé de leur partenaire. En fait, on voit que dans les études suggèrent que plus de 90% des couples vont engager dans des stratégies directes pour influencer l'activité physique, l'alimentation, les consultations médicales, la prise de médicaments, donc une série de comportements liés à la santé. Maintenant, j'aimerais vous présenter quelques données empiriques sur cette notion-là d'influence non intentionnelle sur les comportements de santé. Et pour ce faire, j'aimerais vous présenter une étude menée par Berly et les collègues en 2018. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné des actigraphes, donc essentiellement de l'équipement portable qui va mesurer la quantité de mouvement que la personne effectue tout au long de la journée chez les deux membres du couple. Et puis, à chaque jour, ils leur ont demandé une série de questions sur leur comportement et leur pensée par rapport à l'activité physique. Donc, si on regarde ici les différents comportements, donc, juste pour clarifier, les participants ont porté l'actigraphe durant les deux membres du couple durant une semaine. Et puis, à chaque jour, ils disaient est-ce que vous avez l'intention de faire de l'activité physique demain? Est-ce que vous avez planifié comment vous allez faire de l'activité physique demain? Lors de la même journée, jusqu'à quel point est-ce que vous avez fait des efforts pour
pour rencontrer vos buts d'activité physique? Et également, est-ce que vous vous sentez confiant en votre capacité de faire de l'activité physique malgré différents obstacles, par exemple la température, le stress, le manque de temps? Exactement. Donc ça, on sait que c'est généralement des facteurs comportementaux qui vont être associés à la pratique de l'activité physique au niveau individuel. Mais là, dans ce contexte-là, dans ce type d'études-là, ce qu'on voit, c'est on fait ces processus d'évaluation-là, mais de façon parallèle pour les deux partenaires. Donc, pour le partenaire A et pour le partenaire B. Puis, un design d'études typique va regarder lorsque, par exemple, j'ai l'intention de pratiquer de l'activité physique demain, jusqu'à quel point est-ce que mon intention va prédire mon propre comportement. Dans un contexte de couple, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment est-ce que mon intention va influencer le comportement de mon partenaire dans le temps. Okay. Puisque ce que cette étude-là a démontré de façon intéressante, c'est que autant l'intention que ce qu'on appelle le action control, mais on peut définir ça comme l'effort d'autorégulation fait pour accomplir les buts d'activité physique d'un partenaire, était associé à la quantité d'activité physique faite par l'autre partenaire. Donc, si moi, je fais beaucoup d'efforts au cours de ma journée pour s'assurer que je rencontre mes buts d'activité physique, alors, en moyenne, mon partenaire, lui, va aussi faire plus d'activité physique. Et ça, c'est au-delà de l'intention et de l'effort fait par le partenaire. Alors, vous voyez qu'ici, on contrôle même pour ce qu'on appelle ici l'effet acteur. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment une autre évidence de cette influence mutuelle des conjoints dans ce contexte-ci, qui est une influence qui est non intentionnelle, parce que ici, ce que les gens rapportent, c'est vraiment leur intention et leur comportement par rapport à ce qu'eux, ils veulent faire plutôt que leur partenaire. Maintenant, les gens utilisent aussi différentes tactiques d'influence ou de contrôle social pour changer les comportements de leurs conjoints. Puis, on voit que c'est très fréquent. En fait, 90% des couples vont rapporter utiliser ces tactiques-là d'influence sociale pour modifier le comportement de leur partenaire. Et puis, dans la littérature, ces types de stratégies de contrôle social ont été divisés en deux grands types, positives et négatives. Alors, positive, ça serait par exemple de rappeler à notre partenaire de faire de l'activité physique ou de manger plus de fruits et légumes, les encourager à le faire, essayer de les persuader en leur donnant de l'information. Ça peut être en donnant l'exemple, donc en faisant le comportement lui-même. Et puis, les stratégies plus négatives, c'est les stratégies telles que surveiller le comportement de l'autre, commenter sur le fait, par exemple, que la personne se prend une deuxième portion de dessert, critiquer ou essayer de faire sentir le partenaire coupable. Et ce qu'on voit, c'est que, en fait, les stratégies d'influence positive sont associées à un changement de comportement de santé, mais les stratégies négatives ne sont pas associées de façon significative à un changement de comportement de santé chez le partenaire et même des fois une augmentation des comportements néfastes. Donc, ça peut avoir des effets contraires à ce qui est à l'intention voulue dans ce contexte-là. Là, maintenant, si on critique la littérature, cette distinction positive-négative est un petit peu simpliste, mais c'est avec ça que les modèles théoriques travaillent actuellement. Donc, là, ce que je vous ai parlé jusqu'à présent, c'est l'impact de ces stratégies-là d'une façon directe, mais il y a beaucoup de données qui suggèrent que le contexte relationnel est important. Donc, un même comportement, même de soutien de contrôle positif, peut être perçu comme étant soutenant ou contrôlant ou coercitif en fonction du contexte relationnel. Puis ici, je vous donne un exemple d'une étude de Nina Knoll qui, en fait, faisait une intervention avec les patients atteints de cancer de la prostate qui devaient faire des exercices d'entraînement pubo-coccygien de façon générale. Puis, ils regardaient jusqu'à quel point
les gens rapportaient que lorsque leurs partenaires utilisaient différentes stratégies pour les encourager à faire leurs exercices d'entraînement public oxygène, jusqu'à quel point est-ce que c'était associé à un changement de comportement dans le sens voulu. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est que chez les couples qui ont une bonne relation de couple, en fait, une bonne satisfaction conjugale, on voit que les stratégies sont en fait efficaces à augmenter la pratique de ces exercices-là. Par contre, dans un contexte d'une relation conjugale où il y a une moins bonne satisfaction, on voit que les effets les stratégies de contrôle social ont un effet négatif sur le comportement de santé. Donc, il semble vraiment que le contexte relationnel va teinter la façon dont les gens vont interpréter ces comportements d'influence ou de contrôle social et puis ça va avoir des conséquences sur le comportement de la personne. Donc, si on regarde d'une perspective un petit peu historique sur les interventions dyadiques pour les changements de comportement de santé et pour l'obésité, il y a eu dans les années 70 un engouement quand même important sur les interventions de couple pour la gestion du poids. Puis ça, c'était basé souvent sur des études à petits, ce qu'on considérait maintenant aujourd'hui des petits échantillons d'à peu près 30 personnes, 30 couples. Et puis, en 90, il y a une étude, une méta-analyse qui a été publiée qui montrait que les interventions de couple pour la gestion du poids amenaient une perte de poids initiale plus grande au post-traitement, mais que cette perte de poids-là n'était pas maintenue dans le temps, en fait. Alors, un peu après la publication de ces années-là, dans les années 90, il y a eu vraiment un déclin des interventions de couple, au moins pour la gestion du poids et les comportements de santé. Mais de façon récente, il y a eu vraiment un regain d'intérêt pour ces interventions-là dyadiques. Et puis, les gens vont avoir une approche quand même différente dans le sens que lorsqu'on regarde, par exemple, l'impact des interventions dyadiques pour favoriser l'activité physique, on voit que les interventions dyadiques sont en moyenne plus efficaces que les interventions individuelles, mais il y a énormément d'hétérogénéité dans les tailles d'effet de ces interventions-là. Donc, il semble y avoir des facteurs qui vont influencer l'efficacité de ces interventions-là. Et puis, nous, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, c'est le contexte relationnel. Donc, il ne faut pas avoir une approche, un postulat un petit peu implicite de dire que si on prend deux conjoints, on les met ensemble dans une intervention qui vont travailler ensemble directement. Donc, il faut penser de façon de regarder quels sont les enjeux relationnels uniques qui vont être activés dans le contexte de ces interventions de couple-là. Donc, nous faisons une étude actuellement pour tester cette intervention-là. C'est une étude qui a été subventionnée par un PRSS du CRIEUGM et qui se devait de commencer juste avant le début de la pandémie. Alors là, lors de la pandémie, on a dû pivoter, changer notre intervention pour développer une intervention virtuelle, en fait, qu'on a administrée et qu'on est en train d'administrer durant la pandémie et durant le confinement. Donc, on a reçu du financement additionnel du Centre Perform pour créer cette intervention virtuelle-là. Et puis, l'étude elle est faite en collaboration avec Dr. Tamara Cohen, qui est une diététicienne à UBC, et Mylène Aubertin, qui est une membre de notre centre de recherche. Pour notre étude, on a deux groupes. On a un groupe nutrition qui rencontre une diététicienne en couple, en fait, mais sans aborder les aspects les enjeux relationnels que j'ai soulevés, et le groupe comportemental que je vais vous décrire en beaucoup plus de détails. Dans notre groupe comportemental, on a 4 cibles comportementales générales qu'on travaille tout au long de l'intervention. C'est de diminuer les périodes de temps assez prolongées, qui est particulièrement important en contexte de pandémie et de confinement où les gens passent beaucoup plus de temps à la maison. Augmenter l'activité physique, réduire l'apport calorique quotidien et augmenter l'adhésion au guide alimentaire canadien. Alors, laissez-moi vous parler des différentes composantes qui sont incluses. D'abord, il y a une composante nutrition, d'éducation nutritionnelle qui est présentée à chacune des séances. Et puis, ça y va de façon vraiment séquentielle où on augmente
euh, comme la complexité de l'information donnée, mais on se base vraiment sur le nouveau guide alimentaire canadien. Donc, si on regarde ici, ce que ça veut dire en termes d'intervention, c'est qu'on veut aller chercher la moitié de notre assiette ou la moitié de notre apport quotidien euh, euh, en fruits et légumes. Donc, ça, c'est le premier gros objectif de nutrition d'intervention, c'est de dire que durant les repas, durant nos collations, on veut s'assurer qu'on on s'oriente vers la moitié de notre apport calorique provenant de fruits et légumes. L'autre aspect sur lequel on travaille beaucoup, c'est comment gérer les glucides. En fait, donc les grains où on veut aller chercher la nourriture en grains entiers, mais ici, on met vraiment l'emphase sur la notion du corps. Donc, on utilise l'approche de la main diabétique, en fait. Là. Puis l'idée, c'est que le quart de ton assiette devrait être environ la taille d'un poids. Alors, on utilise ça pour vraiment travailler au niveau de la quantité de nourriture que les gens vont essayer de changer. Puis ensuite, l'autre quart devrait être les protéines, puis on regarde les différents types de protéines que les gens vont avoir. Donc, on fait de façon planifiée cette éducation-là, mais vous allez voir que les buts que les couples sont fixés, c'est vraiment déterminé par eux, en fait. On leur présente le guide alimentaire canadien, puis par la suite, ils choisissent quel type de changement ils peuvent effectuer dans leur diète. Au niveau de la composante activité physique, on utilise en fait un programme d'intervention sur le web qui a été développé par Mylène Aubertin, le HUD, et son équipe. Alors, vous voyez, ça, c'est un exemple de session où il va y avoir un entraîneur et deux participants qui vont démontrer deux niveaux d'intensité pour les exercices qui puissent être faits. Les gens doivent seulement se connecter sur le web. On leur donne un code pour qu'ils puissent le faire. Alors, c'est une belle façon de démontrer comment effectuer différents types de mouvements, autant cardiovasculaires, musculaires et de flexibilité, au cours de l'intervention. Et puis, en plus de ça, on va donner différents défis quotidiens que les gens vont se fixer tout au long de l'intervention pour les couples. Donc, de dire, on essaie d'une part de suivre l'intervention web, mais aussi on va voir comment est-ce qu'on peut traduire ça en termes d'activités quotidiennes que les gens aiment. En contexte de confinement, ça veut dire beaucoup prendre des marches à l'extérieur, en fait. Donc, on va parler beaucoup du nombre de pas que les gens vont faire. On va leur dire quel est leur niveau de base, quels sont les objectifs qu'ils vont se donner à chaque semaine. Et puis, au niveau de la composante comportementale, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on utilise vraiment les stratégies qui sont utilisées dans les interventions de gestion du poids, mais on a développé une version diadique de ces stratégies de changement-là, qui inclut l'entretien motivationnel. Donc, regardez, quel est les buts de penser non seulement, particulièrement chez les personnes âgées, c'est de dire, regardez non seulement les valeurs par rapport à l'importance de faire de l'activité physique, d'avoir de l'alimentation saine, mais aussi d'être capable de connecter ça à leurs valeurs plus importantes. Donc, par exemple, être en santé, c'est important pour moi pour pouvoir garder mes petits-enfants, par exemple, pouvoir me connecter avec la nature parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Donc, on va être capable d'aller chercher vraiment quels sont les buts, les objectifs et les valeurs de la personne, puis on va utiliser ça pour orienter, par exemple, le type de but d'activité physique. Donc, si pour vous, d'aller dans la nature, c'est important, peut-être que la marche, on va vous donner des objectifs de marche plus grands pour que vous soyez capable de le faire. Si c'est de vous occuper de vos petits-enfants, on va dire, ouais, on va regarder quel type de mouvement est-ce que vous faites, puis est-ce qu'on peut vous donner des buts d'activité physique qui vont vous permettre de pratiquer ces mouvements-là. Il y a un aspect de monitorage du comportement. Donc, on sait que les gens qui vont noter notamment leur quantité de nourriture qu'ils vont ingérer sont ceux qui vont perdre le plus de poids. Donc, c'est vraiment une stratégie d'autorégulation qui est importante dans un contexte initial de changement de comportement de santé.
Ensuite, l'établissement de buts et de plans d'action pour ces buts-là, qui est fait à chaque semaine. Un contrôle du stimulus. Donc, contrôle du stimulus, ce que ça veut dire, c'est essentiellement, en termes de nourriture, c'est de choisir quel type de nourriture est-ce qu'on amène dans la maison et qu'est-ce qui est facilement disponible. Donc, si j'ai une fringale en milieu d'après-midi, quel type d'aliment va être disponible chez moi et que je vais pouvoir manger rapidement, en fait. Donc, ça, c'est une composante de l'intervention. Puis, par la suite, on va aller à la résolution de problèmes. Donc, lorsque les gens essaient de mettre en place les buts et que ça ne fonctionne pas, on regarde, bon, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés et comment est-ce qu'on peut faire face à ces obstacles-là ou adopter une nouvelle approche. Donc, essentiellement, l'intervention va être basée sur regarder qu'est-ce qui est important pour la personne, on développe des buts en conséquence. Souvent, ça ne fonctionne pas, les gens vont rencontrer des barrières, puis on leur dit comment est-ce qu'on peut faire face à ces barrières-là. Et puis, comme dans toute intervention, particulièrement au niveau du changement de comportement de santé et de la gestion du poids, la grosse question, c'est comment est-ce qu'on non seulement initie ce comportement de santé, mais le maintien dans le temps. Donc, le maintien de la perte de poids est vraiment le gros enjeu qu'il faut travailler dans ces discussions-là. Puis, on pense que d'avoir une approche dyadique, ça peut nous aider à maintenir le changement. Alors, cela étant dit, dans le développement de l'intervention, ce que je vous ai montré, c'est vraiment les exemples, les exemples très, très typiques de stratégies comportementales qui sont utilisées dans une stratégie dans une intervention de gestion du poids. Maintenant, ce qu'on voulait regarder, c'est quels sont les enjeux relationnels spécifiques qui vont être impliqués dans ce type d'intervention-là lorsqu'on le fait chez les couples. Donc, d'une part, ce qu'on veut, c'est considérer que le soutien social entre les partenaires, bien que ce soit quelque chose qui soit positif, peut aussi amener à un sentiment d'auto-efficacité, plutôt que de soutenir l'autonomie personnelle. Alors, ici, je pense que c'est l'idée de dire, est-ce qu'on va avoir une responsabilité partagée de faire ces changements-là ou une responsabilité individuelle? Et comment est-ce qu'on négocie ces deux niveaux de responsabilité, en fait? L'autre aspect qu'on regarde plus spécifiquement, c'est si les stratégies de contrôle social vont amener à de la réactance comportementale. Donc, notamment, lorsque notre partenaire essaie de nous soutenir, est-ce qu'on est capable d'accepter ce soutien-là ou est-ce qu'au contraire, ça nous fait sentir irrité, contrôlé, coercif, puis en fait, ça va diminuer notre capacité de s'engager dans les comportements. On regarde aussi les conflits causés par les différences entre les valeurs et les buts. Et puis ça, c'est important parce que si on se souvient fondamentalement, si on dit qu'un comportement tel que l'alimentation est interdépendant, ça veut dire que si moi, je change mon comportement, ça va avoir une influence sur le comportement de l'autre personne, mais une influence peut-être pas voulue. Donc, si je suis quelqu'un qui aime beaucoup le chocolat, par exemple, et mon partenaire décide on n'achète plus de chocolat du tout, peut-être que je ne serai pas content, puis qu'à la longue, ça va créer des tensions interpersonnelles qui vont faire qu'on ne sera pas capable de maintenir ce comportement. Et puis l'autre concept que je vais vous parler plus en détail, c'est la concordance système-symptôme, c'est de regarder comment est-ce que ces comportements-là plus malsains, on peut dire, peuvent avoir une fonction relationnelle au sein du couple. Alors, regardons un peu ça un peu plus en détail. Alors, on sait que les comportements de soutien explicite sont associés à une diminution du sentiment d'auto-efficacité personnelle. Donc, si je suis capable de faire un comportement et que l'autre, mon partenaire, m'offre beaucoup de soutien, en fait, la tendance en moyenne aux personnes, ça va être de moins s'investir dans le processus de changement. Puis ce qu'on voit au contraire, c'est lorsque
les partenaires vont se soutenir d'une façon qu'on va dire invisible ou indirecte, ben, c'est des stratégies qui vont être plus efficaces pour amener un comportement de santé. Laissez-moi vous donner un exemple de ce que ça veut dire. Dans les études où on demande aux deux partenaires par exemple, de rapporter si ils ont soutenu leur partenaire au niveau des comportements de santé ou non. Puis, d'une part, on demande à un partenaire, est-ce que vous avez donné du soutien ou non? Puis, on demande à l'autre partenaire, est-ce que vous avez reçu du soutien ou non? Et puis, on les suit dans le temps. Ce qu'on voit, c'est lorsqu'il y a un des partenaires qui dit « Moi, je soutiens beaucoup mon partenaire », mais que l'autre partenaire ne rapporte pas être soutenu. En fait, on voit que c'est la combinaison qui est associée avec le plus grand changement de comportement de santé. Alors ici, ce qui se passe, c'est que les comportements de soutien ne sont pas vus comme des comportements de soutien en soi. Donc, si moi, mon but est d'augmenter, par exemple, l'activité physique, et puis la façon de le faire, c'est de dire ce soir après le travail, pourquoi est-ce qu'on n'ira pas faire une marche? J'ai une intention ici qui est d'aider mon partenaire à faire plus d'activité physique, mais c'est présenté d'une façon qui est très indirecte, en fait, de dire pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une activité ensemble. Puis on voit que ce type de comportement-là va avoir tendance à être plus efficace. Donc, on va parler justement avec les participants de dire comment est-ce que vous donnez du soutien aux autres. Et puis, la théorie de l'autodétermination nous propose que les stratégies qui vont soutenir l'autonomie de la personne vont être des stratégies qui vont être les plus efficaces pour favoriser ces motivations intrinsèques-là et les changements de comportement dans le temps. Notamment de dire, lorsqu'on essaie d'amener ces changements-là, au lieu de forcer un changement donné, on va aider la personne, on va donner des choix à la personne, puis on va leur demander de choisir une activité qui est plus en lien. Donc, par exemple, si je dis, un exemple de ça, c'est de dire, OK, j'aimerais ça qu'on fasse une activité plus active cette semaine. Alors, qu'est-ce que tu préférais? Est-ce qu'on va faire du vélo? Est-ce qu'on va faire de la marche, par exemple? Alors, en présentant comme un éventail de choix, en donnant du pouvoir à l'autre partenaire, il semble que ces stratégies-là ont tendance à être plus facilement acceptées et à amener des changements comportementaux. Mais c'est aussi important de dire, dans ce contexte-là, comment est-ce que les couples vont vraiment travailler ensemble à faire ce comportement-là. Puis, nous, on utilise le concept de coping dyadique, en fait, pour favoriser ces changements-là. Donc, ça va être de dire comment est-ce qu'on voit ça, ces changements-là? Donc, est-ce que quelle est nos responsabilités individuelles? Quelles sont nos responsabilités communes? Puis, on va parler de ça de façon très, très explicite. Comment est-ce que ça se traduit dans l'intervention? C'est que lorsqu'on va donner les buts à chaque semaine, il y a toujours des buts individuels, mais il va aussi avoir un but de couple. Donc, le but de couple, c'est qu'il faut vraiment que les couples décident ensemble qu'est-ce qu'ils veulent travailler, quelle est l'activité commune qu'ils veulent faire ensemble, puis quels sont les changements individuels qu'ils vont faire à la fois. Donc, on essaie vraiment de favoriser autant cette responsabilité individuelle-là et partagée. Et pour ce faire, ce qui est important, c'est de parler de c'est quoi votre vision commune? Comment est-ce que vous voulez qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un mode de vie sain? Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont les choses que vous êtes prêts à changer? Quelles sont les choses que vous n'êtes pas prêts à changer? De quelle façon est-ce que vous voulez changer votre alimentation? Donc, ça, c'est quelque chose auquel on va discuter tout au long de l'intervention, de dire, OK, si on change, par exemple, qui fait la cuisine, qui fait l'épicerie, donc quels vont être chacun des rôles? Si on va au restaurant, par exemple, comment est-ce qu'on peut changer les choix qu'on fait, les choix communs par rapport à notre alimentation. On va inclure des activités pour optimiser le soutien et le contrôle social. Et puis, dans ce contexte-là, on fait un entraînement aux habiletés à la communication.
c'est pas une thérapie de couple, donc on garde ça très, très simple. On fait essentiellement deux grandes stratégies qu'on présente tout au long de l'intervention. La première, c'est le tour de parole 5-5-5. Alors, l'idée, c'est que s'il y a une situation conflictuelle, il y a un partenaire qui parle durant 5 minutes, l'autre s'en interrompt, l'autre partenaire 5 minutes durant interrompt, puis après ça, ils ont 5 minutes pour ensuite parler plus de la résolution de problème. Donc, l'idée, c'est de juste laisser chacun des partenaires exprimer leur point de vue sans, sans être interrompu par l'autre. Donc, on voit que c'est très simple, mais pour certains couples, c'est extrêmement difficile. Alors, c'est une belle façon de continuer. Et puis, l'autre aspect sur lequel on va mettre l'emphase, c'est juste d'être capable d'exprimer ce qu'on veut plutôt que ce qu'on ne veut pas. Donc, on voit que ces deux types d'entraînement aux habiletés à la communication, bien que simples, semblent celles qui sont le plus efficaces. Au niveau du contrôle social, on va juste on va souvent amener des exercices de réévaluation cognitive, de dire, ben, qu'est-ce que vous pensez que sont les intentions de votre partenaire dans ce contexte-là? Je dois vous dire que ça, c'est l'aspect où c'était prévu comme ça dans l'intervention, mais en le mettant en place, souvent, on n'a même pas besoin de faire ces interventions-là. Probablement parce qu'en fait, on recrute des couples qui veulent travailler ensemble là, déjà pour participer à notre intervention. Donc, c'est sûr que c'est des couples qui ont quand même un désir de faire cette activité-là ensemble. Alors, l'autre concept qui est important, c'est la concordance système-symptôme. Ça, c'est un concept qui vient de la thérapie familiale systémique, en fait, qui dit que un comportement problématique donné peut être maintenu parce qu'il va avoir une fonction relationnelle au sein du couple. Donc, ici, on peut penser, par exemple, l'exemple de dire, disons qu'il y a un couple où ils ont très peu d'intérêts communs, mais le moment où ils vont vraiment vivre des émotions positives, c'est lorsqu'ils vont avoir partagé un bon repas ensemble. Donc, la nourriture, ça, c'est le moment où il n'y a pas de conflit, où tout le monde est content, ils vont soit aller manger beaucoup de desserts, manger de la malbouffe. Et puis, ça, c'est le moment qui vont solidifier leur relation parce que, dans le fond, tout le monde est content. On s'entend là-dessus. Ou si on pense, par exemple, chez des gens qui travaillent, de dire à la fin de la journée, ce qu'on aime, c'est de s'asseoir devant la télé ensemble, on ne se parle pas, on regarde nos émissions de télévision, peut-être qu'on se touche, puis on s'approche comme ça, et c'est bien comme ça pour notre couple. Donc ça, c'est important de comprendre que les comportements qu'on veut essayer de changer dans notre intervention, ils peuvent avoir une fonction chez les couples. Puis ça, il faut être capable d'identifier ça. Et ici, je vous donne un exemple empirique de ce contexte, de ce concept-là, en fait, de concordance système-symptôme. C'est que chez les gens qui ont en fait peu de conflits dans le couple, des fois, la présence de ces comportements-là associés à, ils appellent ça couples unhealthy behavior, mais vraiment, c'est la sédentarité. Je pense que c'est manger des aliments qui sont élevés en sucre, en gras, en sel. Donc, ça va avoir, on voit que c'est associé à un indice de masse corporelle plus grand. Donc, les gens qui ils vont faire ces comportements-là parce que ça diminue les conflits dans le couple. En fait, ça a une fonction, mais c'est aussi associé à un risque plus important d'obésité. Donc, pour nous, ce que ça veut dire, c'est qu'on va vouloir parler de façon plus spécifique de la fonction de la nourriture et du comportement sédentaire pour le couple, puis de voir est-ce que des activités alternatives est-ce qu'on pourrait trouver qui vont aider les couples à se rapprocher sans utiliser ce médium-là. Et puis, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on fait nos auto-enregistrements quotidiens, c'est on va regarder, on va discuter beaucoup des événements déclencheurs ou les triggers qu'on appelle, où les partenaires vont s'engager dans des comportements moins sains, par exemple, malbouffe, sucrerie, comportement sédentaire. Et puis ça va devenir, on va avoir un type de but qui va vraiment cibler ces moments-là. Et puis, finalement, il y a l'aspect de prévention de la rechute. Donc,
prévention de la rechute, c'est une stratégie qui est inclue dans toute intervention comportementale pour le changement de champ. C'est l'idée que lorsque les gens sont durant la période d'intervention, ils rencontrent leurs intervenants à chaque semaine, ils se fixent des buts, ils vont dire à leurs intervenants si ils ont complété leur but ou non. Donc, on crée un contexte social qui va vraiment favoriser où les gens vont se sentir comme ils ont des comptes à rendre lorsqu'ils viennent pour leur session de thérapie, ils vont être plus motivés à le maintenir. Lorsque la phase d'intervention intensive est terminée, les gens ont tendance à laisser tomber ces comportements. Donc, on veut prévoir avec eux comment est-ce qu'on peut établir, des stratégies pour maintenir le comportement, même s'ils ne vont plus rencontrer leur intervenant de façon régulière. Alors, pour nous, on prend une approche dyadique qui va nécessiter un accord sur trois grands aspects. Le premier, c'est la discussion. Alors, comme je vous ai présenté, il y a cette influence-là, directe et indirecte des couples. Puis on veut avoir une discussion, plutôt que ça soit non intentionnel, on veut que ça devienne intentionnel. Donc, de dire à quelle fréquence est-ce que vous discutez de la quantité d'activité physique que vous faites, de la quantité par exemple, de télévision ou d'écran vous passez durant la journée ou le type de nourriture que vous cuisinez, que vous mangez. Donc, on a une discussion là-dessus pour voir à quelle fréquence est-ce que les couples veulent avoir ça après l'intervention. Et nous, ce qu'on suggère, c'est notamment à chaque saison de réévaluer quel type d'activité ils vont faire, quel type de nourriture est-ce qu'ils veulent manger durant cette saison-là. Donc, au Québec, c'est bien parce qu'on a ces changements-là naturels qui peuvent nous aider à ancrer les changements de comportement de santé avec les changements saisonniers. L'autre aspect, c'est la surveillance. Donc lorsqu'on parle de réactance comportementale, c'est de dire lorsque un partenaire observe que l'autre est en train, par exemple, de manger plus de chocolat, de chips, de manger plus de malbouffe, de plus grandes quantités, comment est-ce qu'ils vont répondre au fait que l'autre va commenter sur le fait qu'il semble moins suivre les recommandations. Donc, de dire quelle va être une façon efficace de communiquer le fait qu'un des partenaires est en train de changer, de retourner aux anciens comportements. Mais aussi de dire, lorsqu'on regarde dans la phase d'action, c'est qu'est-ce qui se passe quand les deux membres du couple retournent dans les anciennes habitudes. Puis là, souvent, on va parler des vacances, par exemple. Lorsque vous allez en vacances, c'est un moment donné où, naturellement, vos comportements de santé liés à l'alimentation, l'activité physique vont changer. Donc, comment est-ce que vous voulez changer durant vos vacances, mais aussi comment est-ce qu'on va planifier le retour aux activités normales après les vacances. Donc, on a vraiment une discussion explicite là-dessus, puis on va leur demander de dire quelles sont les stratégies que vous voulez voir. Comment est-ce que vous pouvez communiquer là-dessus et vous assurer que vous allez changer vos comportements en ce sens-là. Donc, en résumé, si on regarde la philosophie de notre intervention, c'est qu'on utilise quand même une approche positive qui est basée sur les forces et les intérêts du couple. On veut augmenter leur compréhension de leur influence mutuelle, notamment la compréhension de leur rapport à la création d'un environnement qu'on va dire obésogénique à la maison ou non. On va favoriser une perspective de coping dyadique qui va à la fois mettre en évidence les responsabilités individuelles et partagées, puis on va s'assurer de l'accord entre les buts et la façon d'atteindre les buts. Et puis, on va également discuter de l'exploration des stratégies de soutien efficaces et inefficaces et au sein du couple, donc de dire comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble pour atteindre ces objectifs-là. Alors, c'est un survol de notre intervention. J'aimerais remercier les différents organismes subventionnaires qui subventionnent mes travaux de recherche. Alors, je vais avoir quelques minutes pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Dr. Gouin, pour cette magnifique présentation. Passons maintenant aux questions. Donc, veuillez, s'il vous plaît, lever la main pour poser une question ou vous pouvez écrire dans le chat ou, bien sûr, vous pouvez parler. Donc, je vais commencer. Ces résultats sont
extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Mais les résultats demandent également beaucoup de questions. Apparemment, euh, une relation à long terme a un impact très important sur la santé des deux parties. Je Mhm. suppose que cette même influence est appliquée sur les enfants et il est très difficile de trouver ces influences. Donc, que suggérez-vous que ce seraient les meilleures méthodes pour tous les membres du couple, de la famille, de trouver ces problèmes? Donc, plus précisément, dans les cas les plus difficiles, lorsqu'un partenaire souligne certains défis comportementaux, tandis qu'un autre partenaire refuse de faire des modifications. Donc, Mhm. enfin, ça peut inclure des changements émotionnels, potentiels et ruptures importantes. Donc, quelle serait la meilleure approche dans ce cas? OK, OK. Ben, c'est une excellente question, en fait. Puis je pense que ici, l'idée qu'on veut voir, c'est qu'on veut identifier les domaines ou des changements qu'on souhaitait. Et puis, lorsque ça s'est identifié, c'est de dire, puis la première étape, c'est d'avoir un accord là-dessus. Mais par la suite, c'est de dire, ben, qu'est-ce que vous êtes prêt à changer dans ça? Hein? Puis nous, ce qu'on on y va souvent dans ce contexte-ci, c'est que on veut y aller, on veut faire des petits pas à la fois, de dire quel est le petit changement que vous pouvez faire dans ce contexte-là qui ferait du sens. Si on prend notre modèle puis qu'on l'applique à la thérapie familiale, par exemple, pour l'obésité chez les enfants, ce qui va être important, c'est que d'une part, les parents vont s'entendre sur la façon de faire, les parents vont s'entendre sur l'environnement qu'ils créent pour leurs enfants, par exemple, mais aussi, il faut demander à l'enfant qu'est-ce qu'ils veulent changer, qu'est-ce qu'il voit comme problématique, puis comment est-ce qu'on pourrait, on pourrait faire des petits changements graduels qui vont amener vers le changement souhaitable. Donc, ça, c'est une approche, vous voyez, qui est, si on regarde dans les approches d'entretien motivationnel, ça va être beaucoup centré sur cet aspect-là, en fait, de dire, OK, on doit diminuer l'apport calorique quotidien, mais il y a différentes façons de le faire. Qu'est-ce que tu penses, où est-ce que tu penses qu'on pourrait commencer? Puis là, on amène la personne à avoir des expériences de succès par rapport à ça, puis par la suite, on va changer ces expériences-là. Mais aussi, par exemple, si dans ce contexte-là, il va être très important de parler avec les parents, de dire euh, qu'est-ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez changer la façon dont vous faites l'épicerie, quel type de repas est-ce que vous allez cuisiner à la maison, à quelle fréquence est-ce que vous allez aller au restaurant. C'est influencé mutuellement. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, tout à fait. Vous avez souligné le fait que un accord, il est nécessaire. Donc, il semble quand même, il semble que les partenaires se manipulent, même s'ils veulent le faire de manière constructive. Oui. De ce point de vue, où est la limite entre la famille en tant qu'entité ou le couple en tant qu'une entité entière et l'individu? Les stratégies que vous avez présentées sont en réalité des méthodes psychologiques d'influence qui sont correctes, donc sont constructives, je n'ai aucun critique. Néanmoins, à un moment donné, un des partenaires pourrait se sentir manipulé ou pourrait sentir que l'individualité ne se manifeste pas. Donc, cela, bien sûr, influencera, bien sûr, l'état émotionnel du couple, de la famille. Euh, une fois les émotions sont dans la phase négative, d'autres risques sont impliqués. Donc, où est la limite? Parce que même un accord, Ouais. il peut être influencé. Donc, où est la limite de votre point de vue? Qui est plus important, le couple, la famille ou l'individu? Écoutez, en fait, c'est vraiment une bonne question, puis c'est un point très important. Puis je pense que lorsqu'on parle, par exemple, euh, des comportements d'influence ou de contrôle social, les gens souvent sont très résistants à cette terminologie-là parce qu'en fait, on n'aime pas être contrôlé, hein, et puis souvent, de se sentir contrôlé, ça l'amène à une réponse comportementale. Euh, ça, c'est d'un côté. Alors, c'est pour ça qu'on regarde beaucoup de voir comment est-ce que ces comportements-là vont être compris. En même temps, je pense qu'il faut comprendre que dans notre vie quotidienne, si vous vivez avec quelqu'un, de façon intentionnelle ou non, vous influencez leur comportement tout le temps en donnant certains renforcements positifs,
qui sont sélectifs ou non, en ignorant certains comportements, en émettant des punitions en termes de, par exemple, de conflits, tout ça. Donc l'idée, c'est quand on pense à cette influence-là mutuelle qui est non intentionnelle et intentionnelle, on va leur dire, ben, vous vivez ensemble, alors vous vous influencez. OK? Alors, au lieu de dire, c'est la façon dont on approche, c'est de dire, au lieu de, maintenant, le fait que vous, les deux, vous vous influencez d'une façon volontaire ou non, essayons de discuter comment est-ce que ça peut être fait d'une façon plus volontaire et d'une façon à ce qu'il va aligner avec vos deux intérêts. Puis c'est là où on va parler de dire, ben, c'est quoi votre vision commune? Puis qu'est-ce qu'on peut trouver que, puis je veux dire, chez les couples, des fois, ça va être très différent parce que tu vas avoir un partenaire qui est très actif, par exemple, et l'autre partenaire qui est peu actif. Puis ils vont avoir des niveaux très différents. Alors, de dire comment est-ce qu'on négocie un peu le niveau d'activité du couple dans ce contexte-là, dans le contexte où on peut avoir des perspectives très différentes. Alors, c'est vraiment la façon dont on approche et on dit, ben, vous vous influencez que vous le voulez ou non, mais essayons de le faire d'une façon un peu plus intentionnelle, d'une façon qui va vous amener là où tous les deux vous voulez aller. Excellent, merci beaucoup. On a une question dans le chat. Donc, pour les couples dont désolé. Donc, pour les couples dont un obèse et l'autre mince, on utilise des stratégies particulières. Est-ce qu'on utilise des stratégies particulières dans ce cas? OK. Ben, c'est une excellente question. Alors, la littérature empirique qui a examiné les différences entre les couples qu'on va dire concordants ou discordants au niveau de l'obésité montre que les comportements de tactiques sociales vont être associés à une plus grande réactance chez les couples qui sont discordants au niveau de l'obésité. Donc, s'il y en a un qui est obèse, les comportements de soutien du partenaire non obèse ont plus de chances d'être interprétés comme étant contrôlants dans ce contexte, donc non efficaces. Cela étant dit, dans notre intervention, on ne va pas changer en fait la façon de faire, mais on va juste parler des différences au niveau de la génétique parce que chez un couple qui vont faire les mêmes changements de comportement de santé, des fois, il y a un des partenaires qui va perdre du poids et pas l'autre, en fait. Très peu où il va y avoir vraiment une différence. Puis là, c'est là où, pour notre intervention, en fait, même si notre objectif est la perte de poids, on vise vraiment plus, on met l'emphase sur les comportements de santé plutôt que la perte de poids. Parce qu'on sait que même dans un contexte d'obésité, si vous devenez plus actif, ça va quand même avoir des effets sur la santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Gouin. Y a-t-il encore des questions? Donc, il semble que toutes les questions ont été répondues. Merci beaucoup encore une fois pour cette présentation très intéressante, intrigante, stimulante. Pour tous les participants, donc la présentation d'aujourd'hui a été enregistrée et sera disponible en ligne sur la chaîne YouTube du CRUGM et vous pouvez trouver dans le chat les liens. Et la prochaine conférence aura lieu le 13 octobre. Donc, cela conclut notre conférence d'aujourd'hui. Merci encore une fois, Dr. Gouin, pour cette présentation. Nous remercions à toutes et à tous d'avoir assisté. Merci beaucoup et bonne journée.